Il y a quelque temps, je me suis fait un petit bilan de quelles étaient mes scènes préférées au cinéma, une sorte de façon d'occuper mon existence tragique en pleine déliquescence. Et je me suis rendu compte que parmi ces scènes que je listais, eh ben, il y avait beaucoup de scènes d'intro. Parce que vous voyez, les débuts de film, ça a ce petit côté promesse, en fait. Vous voyez, ce côté tout est encore possible, ce petit clin d'œil qui sous-entend que, ah, peut-être qu'on rentrera ensemble ce soir, on ne sait pas, je te laisse à ton imagination fertile. Prions pour que ce ne soit pas encore une fois une poussière dans l'œil. Et parmi ces scènes, vous vous en doutez, il y a l'ouverture du The Thing de John Carpenter. Et je me suis dit, écoutez, c'est les fêtes, hein, voilà, les bons sentiments, on va laisser ça aux autres, hein, ils auront qu'à faire comme en 82, et ils iront regarder E.T. l'extraterrestre, et nous on fera en sorte que Carpenter ne se retrouve pas encore une fois dans un caniveau couvert de vomi. Parce que le box-office de 82, là, la métaphore horrifique dépressive face à l'enchantement merveilleux de la rédemption familiale, je peux vous dire que Carpenter, il en a encore du mal à s'asseoir. Hein. Ça lui a, pour ainsi dire, niqué sa carrière. En tout cas à l'époque. Et pour se remettre d'un tel échec critique et public, je pense... Non, en fait, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il s'en est parmi. Je pense que tu peux pas te remettre d'un truc comme ça quand t'es un cinéaste. Je veux dire, juste, imaginez un petit peu la situation. Vous pondez un film génial, et les gens mettent 30 ans à s'en rendre compte. Et bien évidemment, entre-temps, ils vous dénigrent, ils vous insultent, etc. Et puis 30 ans après, ces mêmes personnes reviennent vous voir pour vous dire que, en fait, bah, ils se sont trompés et que c'était un grand film. Et vous, bah, vous leur pardonnez. Parce que c'est ça l'esprit de Noël. Et alors là, chers amis, je vois cette question qui vous taraude, hein, elle me taraude aussi. Quelle est la morale de cette histoire? Comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, transformer cette tragédie personnelle en véritable conte de Noël? L'intrigue de The Thing, vous la connaissez toutes et tous, une escouade de scientifiques perdus sur la banquise se retrouve confrontée à une créature métamorphe capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Un thriller horrifique claustrophobe qui traumatise encore aujourd'hui des générations de spectateurs persuadés de pouvoir supporter ces transformations cauchemardesques le ventre vide, un classique du 7e art américain, un grand héritier du cinéma paranoïaque de l'ère Nixon, bref, un chef-d'œuvre aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de son auteur et comme l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Personnellement, The Thing, c'est un film que j'ai découvert relativement tard, parce que à l'époque, j'avais un peu commencé à explorer la filmo de Carpenter, et pour le dire poliment, j'avais pas vraiment trouvé chaussure à mon pied. Donc j'avais pas vraiment poursuivi l'expérience, si vous voulez. Et c'est par un soir d'hiver lugubre, assez semblable à celui-ci d'ailleurs, que j'ai finalement fait mes devoirs, et que j'ai découvert un film qui non seulement allait pour moi rester le meilleur de son auteur, mais surtout que j'ai vécu un moment de cinéma qui allait rester, et qui allait devenir l'une de mes scènes préférées de tous les temps. Un moment dont on ne parle pas vraiment en fait, lui préférant l'épique cauchemardesque des mutations du monstre. Un moment qui n'alimente pas non plus les conversations, contrairement à la fin du film, qui est volontairement ambiguë et qui, elle, pousse au débat. Après tout, que pourrait-on avoir à dire sur un pauvre chien qui court dans la neige? Eh bien écoutez, c'est exactement ce qu'on va essayer de déployer dans cette vidéo, c'est le cadeau que je vous offre pour les fêtes, en espérant bien vous surprendre. Contrairement à la dernière vidéo qui, elle, évidemment, divulgachait toute la fin d'un film, ici il s'agit d'une scène d'intro, donc on va se passer du petit disclaimer concernant les spoilers éventuels. Je ne vais quasiment pas parler des différents retournements de l'intrigue dans cette vidéo, et si vraiment l'analyse nous y contraint, parce qu'on n'a pas le choix, je serai tellement évasif que vous n'y verrez que du feu. Dernière petite précision avant de commencer, vous avez évidemment la scène dont on va parler, qui est disponible en intégralité dans la description, que vous souhaitiez la regarder avant, pendant ou après l'analyse. Je sais pas par où commencer, tellement si vous voulez, j'adore cette scène et tellement je la considère comme un monument d'écriture. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à la disséquer par tous les bouts pour vous préparer cette vidéo et j'ai l'impression que je suis encore loin d'en avoir fait le tour. Pour résumer le truc, je dirais que c'est une réponse magistrale à l'éternelle question que se pose chaque artiste à l'aube de son nouveau projet. Comment souhaiter la bienvenue à mes voyageurs? Jaillissant des étoiles, une soucoupe volante s'écrase sur la Terre. Nous sommes en Antarctique, au début de l'hiver 82, date de sortie du film. Des montagnes noires transpercent la pureté de la neige. Un hélicoptère les survole. À son bord, des hommes anonymes cherchent quelque chose. Soudain, ils aperçoivent un chien de traîneau, perdu dans l'immensité. Au son des moteurs, l'animal s'arrête et se tourne vers ses maîtres, lorsque soudain, ces derniers s'emparent d'une arme et tentent de l'abattre. L'animal court, il court pour sa vie, se mouvant avec difficulté dans la neige, traqué par des hommes sans nom. La course-poursuite les conduit aux abords d'une base scientifique américaine. Alors qu'ils vaquent à leurs occupations, les scientifiques aperçoivent l'hélicoptère qui vient à leur rencontre. Ce sont des Norvégiens. Que font-ils ici?
Le chien accourt pour se réfugier dans leurs bras, tandis que les Norvégiens atterrissent, armes à la main, visiblement paniqués, incapables de se faire comprendre. Ils font feu et poursuivent l'animal dans la base américaine après que leur hélicoptère ait été détruit. Mais notre Norvégien anonyme se fait abattre avant d'avoir pu accomplir sa mission. Tandis que le chien profite de ce refuge inespéré, les Américains se précipitent pour éteindre l'incendie. Rassemblés autour de la carcasse encore fumante, face à un mystère insondable qui ne fait que s'épaissir, ils s'amusent d'un hiver qui, décidément, commence bien. Quelle drôle de situation que celle qu'ils viennent de vivre, et surtout, quel drôle de début de film auquel nous assistons à leur côté. Bon là, évidemment, on peut directement remarquer un premier tour de force narratif. L'état émotionnel dans lequel le spectateur est laissé à la fin de la séquence est le même que celui des personnages à la fin de cette même séquence. La confusion est totale, tant pour eux que pour nous. Le compagnonnage peut commencer. Et ouvrir son film sur un sentiment de confusion qu'on laisse volontairement au spectateur, bah c'est quand même super inhabituel. Si vous voulez, normalement, le principe d'une introduction, c'est de poser des bases claires, compréhensibles, sur lesquelles on va ériger tout le récit à venir. Pas de créer de la confusion et du trouble dans l'esprit d'un spectateur, alors que l'histoire vient à peine de démarrer. Alors à ce stade, dire de Carpenter qui nous livre une scène d'intro qui est confuse, ça pourrait ressembler à une insulte, j'en ai bien conscience. À moins bien sûr que l'histoire que l'on cherche à introduire ait pour thème central le sentiment de confusion. Ce qui, je ne vais pas vous faire un dessin, est évidemment le cas ici. Parce que maintenant qu'on a établi que ce bon vieux John n'était pas foutu de nous balancer une scène d'intro compréhensible, il s'agit de s'interroger sur les raisons de ce choix de mise en scène inhabituel. Venons-en donc à la question qui fâche, comment créer de la confusion tout en rendant compréhensible sa scène dans l'incompréhension qu'elle suscite? J'aime beaucoup cette phrase. Et ben en fait, c'est plutôt simple quand on regarde les différents éléments que dispose Carpenter. Il travaille sur une manipulation constante du spectateur, que ce soit émotionnellement ou visuellement. Première règle de tout manipulateur hors pair au cinéma, donner un relais émotionnel au spectateur pour qu'il soit investi dans l'action qui se déroule face à lui. Et quoi de mieux qu'un petit chien de traîneau tout mignon qu'on essaye de tuer sans la moindre explication. Deuxième règle, on s'assure que le spectateur ne puisse s'attacher à rien d'autre. Donc on lui fout un décor gigantesque et totalement vide pour bien focaliser son regard, et bien sûr on anonymise tous les autres personnages pour en faire des êtres violents et sans visage. Et comme personne n'aime les gens sans visage, ça reste une constante, vous pouvez être sûr que ça va fonctionner. Bon à ce stade, le spectateur il est sur des rails, il sait pour qui il doit avoir peur, tout roule, il comprend rien, mais pour l'instant c'est pas encore un problème. Maintenant que vous le tenez, vous lui retirez toute attache visuelle rassurante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui balancez de la symbolique contradictoire. Il faut que tout soit le contraire de tout. Que plus rien n'ait de sens, qu'ils comprennent rien, que tout soit réversible. Un truc qui marche bien pour structurer ce genre d'effet de mise en scène, c'est de se baser sur la dualité blanc-noir du damier d'un plateau d'échecs. D'ailleurs c'est marrant, il y a un personnage qui joue aux échecs. Donc on ouvre par du blanc sur fond noir et on enchaîne par du noir sur fond blanc. Contradiction, c'est parfait. Le plan de la soucoupe, par exemple, il fonce vers le spectateur, et ben on le reproduit avec l'hélicoptère. Parallèle visuel, menace contradictoire. Alien, pas alien, humain, trop humain, on s'en branle. Tu me crées des échos, tu me déstructures les capacités de lecture du spectateur, il doit plus savoir où donner de la tête. Et si tu peux me faire trembler la caméra comme si elle savait pas ce qu'elle filmait, c'est parfait ça, tu lui montres, tu lui indiques ce qu'il doit regarder, et ensuite t'essayes de buter l'objet qu'il regarde. Et évidemment, tu me montres la tentative de meurtre des deux points de vue, en permanence. Comme ça, il comprend pas à quoi il doit se rattacher, c'est parfait ça. Dans quel camp il est, le spectateur, il en sait rien, la caméra lui dit rien, voilà, c'est ça qu'on veut. Et bien sûr, lorsque tu lui fais croire que tu vas lui apporter une réponse, le personnage te baragouine ça en norvégien, c'est magnifique avant de se faire buter, bien évidemment. Bref, vous l'avez compris, le film se fout constamment de nous en s'assurant de nous niquer toutes les possibilités de lecture de ce qui se passe. Un petit peu comme si, avant de nous attaquer, il éteignait une à une toutes les lumières pour qu'on soit incapable de dire d'où viendra le prochain coup. Autrement dit, ce que ce petit salaud de Carpenter là, il est en train de faire, c'est de rendre notre regard inopérant. La mise en scène nous rend aveugles. Ce qui est un comble. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que notre pote norvégien, là, qui est le seul à détenir la vérité, à savoir que le chien n'est pas un chien, oui, parce qu'évidemment, la manipulation émotionnelle prend encore plus d'ampleur dans la suite du film, le personnage, il porte des lunettes, dis donc. Autrement dit, lui, il y voit clair. Il sait que ce chien est une menace. Et il essaye de le leur dire, d'ailleurs. Sauf qu'il ne parle pas norvégien. Et que nous non plus.
Ce qui d'ailleurs implique, quand on y réfléchit, que le public norvégien du film se fait salement spoiler l'intrigue au bout de 5 minutes. Écoutez, fallait parler une langue normale. Évidemment, le fait qu'il porte des lunettes dans une séquence basée sur la confusion est lourd de sens, hein, on est chez Carpenter. Mais le fait qu'il soit étranger l'est également. Comme ça, John peut jouer sur l'ambiguïté du mot alien, qui, en anglais, signifie également l'étranger. Et l'ambiguïté c'est super, ça permet d'ajouter de la confusion, c'est magnifique. Et on remarquera également que le héros du film, qui lui, y verra clair dans les plans de la chose et ne se laissera pas berner, enfile lui aussi des lunettes en début de film. Comme quoi cette thématique du regard corrompu est bel et bien au cœur du dispositif de mise en scène de Carpenter. Je vais pas tout vous lister, il y a aussi le jeu en début de film sur le logo Universal qui apparaît sans la Terre, chose très inhabituelle, et ensuite Carpenter prend un malin plaisir à nous montrer quand même la Terre, mais pas en même temps, sur laquelle va s'écraser l'alien, bien évidemment. Encore une fois, on a droit à un petit jeu d'écho visuel un peu ambigu, mais on n'avait pas besoin de ça pour comprendre où est-ce que Carpenter voulait en venir. Il veut brouiller nos repères parce que c'est la meilleure façon de créer un sentiment de tension chez le spectateur. Et pour un film d'horreur, ça reste quand même la base. Rendre la menace invisible et indétectable, et évidemment il nous balance une intro in medias res pour bien s'assurer qu'on n'ait pas le temps de comprendre ce qui nous arrive. In medias res, ça veut juste dire que l'action démarre sans contexte. La petite musique angoissante, un endroit isolé, la technologie à qui on peut pas faire confiance pour bien appuyer le fait que la situation est hostile comme il faut. Je pense que le compte est bon, on peut commencer à découper de l'esquimau. Bon, à partir de ce moment de la vidéo, on peut se dire, ok, créer de la confusion pour amener l'angoisse, pourquoi pas, éteindre les lumières de la compréhension pour générer de la peur, certes, c'est efficace, ça marche bien, mais c'est pas non plus ce que le cinéma a fait de plus original en termes de manipulation du spectateur. Vous savez ce que c'est votre problème ? C'est que vous vous croyez plus malin que les cinéastes. Et au jeu de qui manipule le plus l'autre, je pense pas que ce soit vous qui gagnez. Je vais quand même le dire au cas où ce serait pas suffisamment clair pour tout le monde, ce travail autour de la confusion et de l'ambiguïté, c'est évidemment pour renvoyer au pouvoir métamorphe de la chose. Un être qui passe son temps à nous manipuler et à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Une sorte de génie du mensonge, quoi. Et c'est marrant parce que cette idée qu'en fait la chose manipule nos capacités de perception, on pourrait presque voir ça comme une métaphore de l'art cinématographique lui-même. Par exemple, cette ambiance sonore, là, ce bruitage de banquise qui nous plonge dans l'enfer hivernal. Et bah, ce serait drôle que cette ambiance qui fonctionne si bien sur des générations de spectateurs, bah en fait ce soit pas du tout un bruitage de banquise, mais un bruitage de désert. Soit l'inverse de la banquise. Et que vous vous en soyez pas rendu compte. Et puis ce qui serait drôle aussi, c'est de remarquer que le générique du début comporte très exactement 12 noms, avant que n'apparaisse le titre, la chose, qui fait donc intervenir un troisième personnage. Et que la base américaine, elle introduit 12 personnages, 12 scientifiques, puis ils se font rejoindre par un troisième personnage, le chien, qui donc est l'alien en fait. C'est spoilé dès le début. Dès le générique d'intro. Mais un spectateur, vous savez comment c'est, ça a envie de se laisser prendre par l'histoire, ça se laisse prendre par l'ambiance, comme ça se laisse manipuler, et du coup ça se fait berner comme un bleu. Et alors, ce qui est vraiment hilarant, quand on commence à tirer le fil de la métaphore cinématographique, c'est que personne n'a été foutu de se rendre compte que cette scène dont on parle là, elle n'a pas été réalisée par John Carpenter. Et non. En fait, c'est le réalisateur de la seconde équipe, qui a réalisé la quasi-totalité des plans dont on parle depuis 15-20 minutes là. Mais vous, vous avez vu le nom de Carpenter au générique d'intro, donc vous vous êtes pas posé la question. Alors si vous me le permettez, moi je vais vous dire une bonne chose. Je pense que si c'était vous, là, qui étiez sur la banquise, à la place des personnages, et que vous étiez confronté à une créature qui est capable de changer d'aspect pour vous mentir, vous tiendriez pas 2 minutes. Et moi non plus. Parce que bien évidemment, moi aussi, je me suis fait manipuler à chaque putain de visionnage sans même me rendre compte de ce qui m'arrivait. J'étais pris dans l'histoire. Il y avait un petit chien qu'on essayait de tuer. Je me suis pas posé plus de questions. Du coup, le film a pu me manipuler comme bon lui semblait. J'étais à sa merci. Et pour moi, une grande expérience de cinéma, c'est exactement ça. Se retrouver à la merci d'un film. Le laisser nous mentir éhontément, même pas s'en rendre compte. Le laisser faire de nous sa chose. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant l'intro du The Thing de John Carpenter. J'espère que vous avez pris du plaisir à déployer cette analyse à mes côtés. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et j'espère que l'année 2023 sera pour vous pleine de promesses. Je vous laisse un petit peu mes réseaux sociaux, voilà, pour que vous puissiez me rejoindre et qu'on continue à déblatérer de cinéma si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très bonne année en avance. Je vous redis
joyeux Noël, même si cette vidéo est sortie un petit peu en retard, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.